So, ja. Et voilà, les micros sont allumés. Chers invités, bonjour à toutes et à tous dans cette très grande salle du Parlement européen. Alors, je viens de vous parler en slovène, mais bon, chers interprètes, pas de panique. Je ne parlerai pas cette langue, je me tiendrai à l'allemand. Je souhaite dire bonjour également aux interprètes qui sont parmi nous pour ces 3 jours de marathon. Alors, sur la scène devant vous, vous avez l'autrice suisse, écrivaine, historienne Melinda Nadjabonji et bien sûr titulaire du prix du livre allemand et suisse 2010 et également lauréate du prix autrichien Erich Fried 2022. Avec Melinda, eh bien, nous avons au moins 2 choses en commun. Eh bien, nous sommes toutes les deux nées en Yougoslavie, dans un pays qui n'existe plus aujourd'hui, et nous appartenons à une langue que l'on étiquette comme petite langue ou langue de minorité. Mon slovène compte environ 2 millions de locuteurs et celui de Melinda de Vojvodine en Serbie, donc cette minorité compte environ 183 500 locuteurs. Et je pense que c'est une bonne approche pour une discussion sur la traduction, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Melinda, si je peux revenir tout de suite à la première question. Vous avez grandi dans un environnement multilingue, multiculturel. Donc, vous êtes né aussi dans cet environnement. Comment est-ce que cet aspect de multilinguisme et de multiculturalisme a eu un effet sur vos œuvres, sur votre travail d'écriture? Et vous avez grandi en Suisse ensuite. Eh bien oui, je souhaite également vous dire bonjour, bienvenue. Je me réjouis vraiment d'être présente aujourd'hui avec toi aussi, Tania. C'était intéressant de te rencontrer, de dialoguer avec toi. C'est un dialogue, hein. C'est vraiment l'objectif de ces 3 jours, c'est de dialoguer, d'échanger dans les différentes langues. Et je me réjouis vraiment de pouvoir en parler, de pouvoir être présente. Merci. Alors, de grandir dans un environnement multilingue, eh bien, ça signifie avoir de très grandes oreilles. Alors oui, vous rigolez, mais bon, c'est important. Il faut réfléchir au fait que l'on travaille avec son oreille et avec sa voix. Et pour moi, l'oreille, c'est l'organe le plus intelligent qui existe. Lorsque j'étais petite, j'avais tellement de questions. Qu'est-ce que ça signifie de parler allemand ou de parler hongrois? Et puis je me suis rendu compte qu'un mot aussi simple que allemand, qui signifie pomme en allemand, eh bien, n'a rien à voir avec le mot allemand pomme. Parce que bon, bah, c'était lié à la voix de ma grand-mère, et le mot allemand pour pomme eh ben, était lié avec une vendeuse, à une vendeuse. Et justement, ces questions, bah, elles nous donnent des ailes. On se pose des questions sur la voix, sur les différentes langues. Et lorsqu'on parle de multilinguisme, alors pour moi, l'aspect du fait d'être muet doit être important, parce qu'en tant qu'enfant, j'ai vécu le fait de ne pas être comprise. J'ai habité dans un pays qui était défini par un dialecte, le suisse-allemand de Zurich. On ne me comprenait pas, je ne comprenais pas les autres. Je vivais dans une famille suisse pendant quelques mois. Et je pense que le fait de ne plus parler, d'être complètement muet, m'a donné des ailes. Après, je voulais vraiment être comprise. Et je pense que ma littérature, ça semble peut-être être un paradoxe, mais ma littérature est créée à partir justement de ce mutisme, de fait d'être muet. Et le multilinguisme, eh bien, il s'est révélé
par ma situation biographique et le fait d'avoir vécu en Suisse avec le hongrois comme langue maternelle, ensuite d'apprendre l'allemand et donc d'avoir été muette pendant un moment. J'étais un enfant des bibliothèques, mes parents n'avaient pas de livres à la maison et donc j'ai découvert tous les livres dans les bibliothèques. Et c'est pourquoi l'allemand est en fait devenu vraiment une langue heureuse, une langue de chance pour moi. Et l'allemand est une langue très importante pour moi, elle a trait à l'être. Et je suis une personne extrêmement curieuse en ce qui concerne les langues, justement parce que c'est quelque chose d'impossible à traduire. Nous, les traducteurs, nous parlons souvent de transmettre un contexte. Et vos romans, Le pigeon vol et Le soldat tortue, parlent de migration, parlent d'une guerre passée en Yougoslavie à la fin du XXe siècle, parlent aussi de l'intégration. Un roman a été publié en 2010, le deuxième en 2017. Pourquoi ces histoires qui viennent en fait de la fin du siècle dernier sont toujours aussi actuelles? Et qu'est-ce qu'ils nous disent sur nos temps actuels maintenant, sur notre époque? Eh bien, je dirais que la littérature ou la manière dont moi je comprends la littérature a toujours quelque chose de politique. Il n'y a pas de langage neutre, il n'y a pas de termes neutres, on le voit maintenant. Les termes sont toujours dans un paradoxe. On partage ça avec les personnalités politiques. On veut vraiment s'exprimer avec la langue. Mais d'un point de vue littéraire, on le fait de manière complètement différente. Et dans ce domaine, eh bien, je souhaite vraiment y laisser ma griffe. Alors oui, il y a les décideurs politiques, mais je ne souhaite pas leur laisser toutes les actions possibles. Dans Le soldat tortue ou Pigeon vol, oui, ce sont des livres politiques. Pourquoi? Parce qu'il est important de thématiser le thème de la guerre, la migration, et de ne pas le laisser simplement à la politique. Et donc de le différencier dans la langue, dans la mesure où on peut le comprendre différemment. Pourquoi? Parce que la politique, excusez-moi de généraliser, mais la politique, elle essaye de déterminer des termes avec une symbolique douteuse parfois. Et ce qu'ils font en politique, c'est de créer en fait des attentes ou de les limiter justement, mais tout en essayant de se protéger pour que on puisse utiliser ces termes hautement actuels en se protégeant. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'oreille est importante, parce qu'en littérature, on s'écoute et on essaye de exprimer les termes de manière très très précise et de ne pas accepter les termes préexistants. Alors bien sûr, dans la guerre, il y a vraiment ces termes très très précis qui sont extrêmement importants. Vous avez des situations très concrètes que l'on peut prendre en exemple lorsque vous avez la guerre et que vous avez une opération qui est définie comme une opération chirurgicale. Alors bien, il faut s'opposer. C'est pour ça que nous sommes là en tant que traducteurs et en tant qu'écrivains. Il faut dire, attendez un instant. Objection. Ça fonctionne pas comme ça. Et pour moi, c'est un travail objectif, politique, que dans chaque situation de société, un peu d'affûter ses oreilles et de dire ces simplifications politiques ne peuvent pas continuer comme ça. Est-ce que la littérature peut faire bouger les choses dans le sens où la politique, elle, ne peut pas le faire? C'est-à-dire que actuellement, on parle toujours du fait qu'il y a de moins en moins de lecteurs ou que les lecteurs changent. Alors que peut-être que les jeunes générations devraient lire différemment, plus en profondeur. Alors oui, bon là, ce que vous venez de dire, c'est différents aspects, c'est très important. Je pense qu'il faut animer les jeunes à lire de nouveau.
leur amener la littérature, notamment dans les écoles. Moi, c'est ce que je fais. Et puis parler des traductions, aborder les questions de traduction. Moi, je pense que cela est extrêmement important de transmettre cette joie. Et c'est très intéressant de se poser toutes ces questions. Alors, qu'est-ce que la littérature peut que la politique ne peut pas? Comme je l'ai dit, je pense que cette simplification, cette le fait qu'il y ait plusieurs sens dans les mots utilisés par la politique, cela ne va pas. Nous ne pouvons pas accepter ces termes préfaits et préfabriqués. Et je m'en rends compte au quotidien lorsque je parle avec quelqu'un. Eh bien, je n'entends pas, je n'ai pas les mêmes visions que la personne en face de moi de démocratie. Souvent, on parle du principe que l'on peut parler avec quelqu'un d'autre. Et justement, c'est ça qui est difficile, extrêmement difficile, parce que les termes politiques sont différents. Il faudrait se dire, attendez, il faudrait qu'on définisse les termes, il faudrait qu'on s'écoute, qu'on écoute ce que veut dire exactement la personne en face. Et la politique, elle ne le fait pas. Et c'est ça qu'on devrait faire. S'écouter, avoir un dialogue et écouter aussi tous les aspects de la langue. Demander qu'est-ce que tu comprends dans la politique? Comment est-ce que tu définis la politique ou la démocratie? Et je pense que ça, c'est un aspect de la littérature qui demande une sensibilité de la langue. Et bien sûr, ce qui est le plus beau, c'est d'inventer. Et là, on en arrive à la métaphore, et ça, c'est le plus grand défi pour la traduction aussi. Comment est-ce qu'on traduit une métaphore réussie? Parce que ça, c'est la littérature dans la littérature, lorsqu'on parle de métaphore. Alors, si l'on en vient d'un point de vue pratique aux traductions, Pigeon vol, pour le roman, il y a eu beaucoup de licences qui ont été vendues. Le roman a été traduit en Slovénie, en turc, en français, en anglais et dans d'autres langues. Quel est votre rapport aux traductions qui ont été réalisées de vos livres et aux traducteurs peut-être aussi? Eh bien, je pourrais vraiment porter vraiment des éloges à mes traducteurs. Je travaille avec un très grand plaisir avec ces personnes qui ont justement ces très grandes oreilles. Et bon, on parlait d'erreurs tout à l'heure, mais bon, ces erreurs, c'est elles qui font la littérature et qui font notre langue. Ces erreurs nous donnent des ailes. Moi, je travaille vraiment, si possible, personnellement avec mes traducteurs. On se rencontre, on échange. Et bon, on a développé de vraies amitiés. Et puis bon, bah, c'est souvent très, très rigolo. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut rire lorsqu'on parle de grandes difficultés, justement avec ces impossibilités de termes ou de choses que l'on ne peut pas traduire. Alors ça nous fait rire à chaque fois. Et ça, c'est beau. C'est beau que justement on peut se retrouver là entre deux et de dire bon, bah, bon là il n'y a rien qui existe, mais on va essayer de trouver une solution. Et souvent je suis vraiment impressionnée sur de la créativité de ces traducteurs et de la traduction. J'ai vraiment appris beaucoup de choses au cours des dernières années. Je suis très reconnaissante. Et qu'en est-il maintenant avec le fait d'être auteur et le travail des traducteurs à ce titre? Peux-tu concrétiser ta question? Alors oui, au CATL, nous avions une image où l'écrivain dit « ça c'est mon travail » et le travail dit « ça c'est le mien ». Comment voyez-vous le statut de la traduction peut-être? Ah bon, bah le statut de la traduction, la traduction doit être mise plus en avant, bah oui, ça je trouve que c'est extrêmement important. Ça fait partie de la littérature. Et je pense qu'il faudrait le mettre en couverture du livre.
Alors oui, mais je dirais, bon, c'est moi qui ai écrit le livre, ok. Mais bon, il est traduit et cette traduction et ce travail, bah, il faut le reconnaître. Je trouve que c'est pas si compliqué en soi. Il faudrait pas en faire une sorte de classement. C'est un dialogue dans le meilleur des cas. Bon, parfois c'est pas un dialogue, alors là c'est moins bon. Mais bon, il faudrait le reconnaître. Pour moi, c'était extrêmement important. Et bon, qu'il y ait vraiment une indemnisation financière qui respecte ce travail, bah, je trouve ça évident. C'est extrêmement important. Et si on peut encore aborder un thème, je pense qu'il ne nous reste plus tant de temps, il y a un thème important et qui va prendre une place importante lors de cette conférence, c'est l'intelligence artificielle, l'IA. Cette ère de l'IA, est-ce qu'elle a déjà eu une influence sur votre travail? Quel est votre avis à ce propos? Est-ce que les écrivains vont être touchés par cette intelligence artificielle? Bon, alors là, franchement, je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant à ce titre. Bien sûr, je lis des articles à ce propos, j'ai mes propres idées. Mais bon, si je pars du principe que la littérature commence exactement là où la langue s'arrête, en fait, qu'on va vraiment vers l'inconnu dans la littérature, qu'on essaye de dire quelque chose qui n'est pas exprimable, d'essayer de trouver quelque chose qui n'est pas encore là, alors comment l'intelligence artificielle peut-elle agir? Là, franchement, je pense que la créativité de l'être humain est bien plus importante et de la traduction. Oui, des textes d'utilisation. Bon, là, je veux bien m'imaginer que l'intelligence artificielle offre des possibilités, des bonnes d'ailleurs. Mais bon, je voudrais attirer votre attention sur autre chose. Lorsqu'on parle de traduction, eh bien, lorsque l'on a un échange maintenant dans une langue, on part du principe qu'on se comprend. Mais bon, en tant qu'enfant, j'ai fait l'expérience, je parle avec quelqu'un, avec une personne représentant l'autorité. Cette personne, eh bien, elle parle une autre langue, dans la même langue, hein. Et ça, c'est un point de départ des plus importants pour la traduction. Donc, dans une même langue, il y a tellement de langues différentes. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Il faut porter l'attention là-dessus, bien davantage que sur les autres points, parce que nous sommes confrontés à cela. Alors oui, l'intelligence artificielle, c'est un grand défi, mais le défi auquel nous sommes confrontés maintenant, c'est que la langue doit être vraiment utilisée, elle est utilisée. Et en fin de compte, nous, en tant que personnes sensibles à la langue, eh bien, on nous demande d'intervenir. Et on nous dit, mais en fait, qu'est-ce qui est dit maintenant? Et c'est là où nous avons beaucoup de potentiel, tous ensemble en tant qu'auteurs et traducteurs. Eh bien, je pense que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Melinda Nadjabondi, pour cet échange malheureusement trop court, mais très riche. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci, Madame Petric, et merci à vous tous et à vous toutes.